La Fédération québécoise de plongeon, Plongeon Québec si vous préférez, célèbre cette année son 40e anniversaire de création, de fondation. Et à cette occasion, les responsables des communications, ou le responsable des communications, nous propose 40 portraits de 40 personnalités qui ont marqué les 40 premières années d'histoire de Plongeon Québec. Et ce responsable des communications est avec moi, Samuel Larochelle, bonjour. Bonjour. Tout frais débarqué de Chine, apparemment. Eh oui, où j'étais avec l'équipe canadienne pour les championnats du monde aquatique. Donc, il y a 2 jours seulement, je rentrais. Je suis en supposément décalage horaire, mais je le sens pas, donc je suis bien content. Bon. Alors, les chinoiseries t'ont pas trop affecté là-bas, dépaysé, oui? Oui, c'est impossible d'aller en Chine sans choc, sans Mais dépaysement. surtout Shanghai, c'est quand même assez remarquable. À la fois d'un modernisme et d'un traditionnel ensemble. C'est assez... Mais en fait, Pékin est encore plus dépaysante que Shanghai parce qu'il y a un côté occidental à Shanghai qui fait qu'on se sent un peu plus à la maison tout en Mhm. étant entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Chinois. Ouais, il y a du monde partout, partout. Oui. Parlant de monde, il y a la personne que tu viens de nous présenter aujourd'hui, ou celui dont tu viens de nous parler, s'appelle Scott Cranham. Un bonhomme qui est né au Canada, mais qui a mené une carrière, c'est quoi de le dire, à cheval sur la frontière Canada-États-Unis. Là. Exactement. Puis Scott était avec moi en Chine, puisqu'aujourd'hui, il est le directeur de la haute performance de Plongeon Canada. Mais avant de se rendre là, il a commencé en tant que plongeur. Et tout ça s'est fait aux États-Unis, puisque oui, il est né au Canada, mais ses débuts dans le sport, d'abord identifié par un entraîneur, pas un entraîneur, mais plutôt un professeur d'éducation physique, comme ayant un potentiel de gymnaste olympique. C'est sa famille qui a émigré aux États-Unis ou s'il Exactement. y avait un parent qui était américain, non? C'est les deux parents qui ont décidé d'aller OK. vivre aux États-Unis. Donc, il avait 9 ans quand il est arrivé aux États-Unis. Voilà, puis très très jeune, on identifie ses capacités physiques comme étant assez bonnes pour un potentiel de gymnaste, ce qui est tout près d'un plongeur. Et commence les deux sports en même temps. En fait, je vous dis ça parce que il y a beaucoup de nos plongeurs et plongeuses qui ont d'abord été des gymnastes, Annie Pelletier, Emily Emmons et compagnie. Mhm. Et donc, ils commencent les deux sports en même temps. Finalement, après un an, ils se concentrent sur le plongeon. Puis, un entraîneur de l'équipe olympique américaine le remarque Hobbit Billingsley. et le monsieur lui propose de venir s'entraîner pendant quelques temps à l'Université de l'Indiana. Et quelques semaines après avoir commencé sa collaboration avec l'homme, il gagne le championnat américain junior, bien entendu. Donc, à seulement 14 ans Au déjà tremplin de... de 3 mètres. Oui. Ouais, donc de très bons succès très très tôt. Puis, Donc, il y avait effectivement ceux qui avaient pressenti des bonnes prédispositions à ce sport-là, avaient bien vu, quoi. avait vu des prédispositions pour la gymnastique, mais c'est finalement vers le plongeon olympique qu'il a fait son chemin. Puis vous parliez tantôt d'être à cheval entre les deux pays. Ouais. Et à un moment donné, l'entraîneur américain réalise que Scott Cranham, en fait, est canadien. Il ne Puisqu'au savait début, pas. il le savait pas du tout. Donc, il prend le téléphone, il appelle M. Don Webb, dont on a déjà parlé dans le passé, qui à Ouais. l'époque était l'entraîneur, si on veut, de l'équipe canadienne. Et à ce moment-là, Scott Cranham se fait inviter à la compétition qui est un peu l'ancêtre de la Coupe Canada. C'est un petit peu bizarre quand même qu'un Américain qui a un jeune de talent près de lui va appeler le pays voisin pour dire ben, hey, au fait, savais-tu qu'il était né au Canada? Il me semble que moi, j'aurais gardé le secret. Oui, mais légalement, je pense que ça n'aurait pas fonctionné avec le temps. Si, par exemple, Scott s'était rendu aux Olympiques pour représenter les États-Unis puisqu'il n'avait pas peut-être la nationalité, mais c'est une question légale dont je Mhm. ne possède pas les détails. Peut-être qu'il y avait les deux, en tout cas. Peut-être. Mais bon, on apprécie l'honnêteté de l'entraîneur Mhm. américain puisqu'on a profité des talents de Scott Cranham. Et donc, à cette compétition qui est l'ancêtre de la Coupe Canada, il gagne une médaille d'or et à l'époque, il connaissait pas du tout Don Webb. Et Monsieur Webb, qui connaissait bien les plongeurs en place, les plongeurs qui étaient à la compétition, et finalement a remarqué que le petit bonhomme qui a gagné la médaille d'or, c'était celui dont l'entraîneur américain lui avait parlé. Et ça a commencé à changer les choses puisque peu de temps après, Scott faisait l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 1972. Et avec 17 ans, faut Oui. pas l'oublier. Donc, il y a quelques années entre son début en plongeon et sa participation aux Jeux olympiques à Munich. Donc, c'est impressionnant. Ouais, tout ça à peu près en 3 ans et demi. Hein. Il lâche la gymnastique, essaie le plongeon, se met à gagner. 3 ans et demi plus tard, il est à Munich. Voilà. Ouais. Et à Munich, 14e place aux 3 mètres, tout près de la finale, et 27e place aux 10 mètres. Et il me précise qu'au 10 mètres, ça faisait seulement un an qu'il pratiquait cette épreuve-là.
Puis c'est pas le genre d'épreuve qu'on apprend en claquant Non, des doigts. et puis l'inverse est vrai aussi. On peut en parler à Emily Emmons qui a fait pratiquement toute sa carrière à la tour et Mhm. puis qui maintenant fait la transition depuis 1 an et demi au tremplin de 3 Et mètres. qui a l'impression de Et vivre c'est un deux nouveau sports, sport. c'est ça, c'est deux sports complètement différents. Mais là, Munich, ce sont ses premiers Jeux olympiques, pas ses seuls. Non, il aurait pu en avoir deux autres. Il en a eu un autre. En fait, après les Jeux de Munich, au championnat du monde, il a obtenu une huitième place, autant aux 3 mètres qu'aux 10 mètres. Et ça, c'est très important de le préciser puisque ça va avoir une influence sur sa perception plus tard aux Jeux de 76 à Montréal. Parce qu'entre 72 et 76, il a eu un accident grave de parachute. Il s'est brisé la cheville. Il y a eu 3 opérations pour se remettre de ça, beaucoup de réhabilitation. Il a travaillé extrêmement fort, mais en 76, il me le racontait, puisqu'on s'en est reparlé de tout ce qui s'était échangé par courriel, on s'en est parlé en Chine, puis il me disait que la cheville, le jour de son épreuve aux Olympiques, la cheville était encore tellement rigide qu'il ne pouvait pas faire la moitié de ce qu'il devait faire en plongeon. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de talent pour se qualifier quand même sur l'équipe canadienne, mais rendu là, alors que 2 ans plus tôt, il était dans le top 8 mondial. Cette fois-ci, il n'arrive pas à faire la finale ni aux 3 mètres, ni aux 10 mètres. Il est à Montréal, au Canada, devant les siens. Toute sa famille est là. Puis, je le sentais dans sa voix. Encore aujourd'hui, le souvenir qu'il garde, c'est une profonde déception. Peut-être d'avoir déçu les gens qui l'aimaient, le supportaient, mais c'est Ouais. surtout lui face à son honneur, son orgueil. Mm. Il sait que 2 ans plus tôt, il était au top 8. Ouais, Donc, mais qu'est-ce qui a été la plus grande déception? Pas tellement bien performé à Montréal, disons, ou pire encore, se préparer pendant 4 ans pour les Jeux olympiques suivants, et il n'y en a pas de Jeux olympiques pour lui parce que c'est 1980, ce sont les Jeux de Moscou, et les pays de l'Ouest boycottent les Jeux de Moscou. c'est deux déceptions majeures parce que on a fait un échange de courriel, quand dans le courriel écrit, on sent à quel point ça l'a dérangé cette expérience-là. Parce que, après Montréal, il s'est dit, je vais travailler encore plus fort pour me remettre de ma blessure. Il aurait atteint le top 8 mondial. Donc, après ça, tout est possible parce que les Olympiques sont tellement des. C'est une expérience tellement unique que Ouais, tout peut se passer en finale. ouais, sur une journée. Ouais. Donc, une médaille aurait été possible, mais le Canada décide, comme bien d'autres pays, de ne pas aller à Munich. Donc, toute l'équipe manque sa chance. Oui, il avait déjà vécu des Jeux olympiques, mais on parle de 1980, on parle du point culminant de sa carrière, possiblement en tant que plongeur. Donc, c'est très dérangeant. Puis, il racontait qu'à l'époque, le Canada voulait aussi euh, mettre en œuvre des sanctions économiques contre les pays boycottés. Ouais, qui n'ont jamais été mis en œuvre, Voilà. finalement. Donc, Ouais. il a l'impression d'avoir été utilisé comme un pion dans une partie politique, puis il n'a pas apprécié ça du tout. Mais il n'a pas été aux Jeux olympiques dans la plus heureuse des périodes, là, parce que il commence à Munich. Munich, c'est tristement célèbre, 72, Septembre noir, les athlètes israéliens qui sont tués là-bas dans le village olympique. Montréal, c'est le boycott des pays africains. Pour lui, personnellement, ça va pas très bien. Arrive 1980, où ça aurait pu être ses troisièmes Jeux. Il peut pas y aller parce que le Canada n'y va pas. Mhm. En fait, un des rares pays dits occidentaux qui s'était rendu à Moscou, c'était la Grande-Bretagne, qui était allée avec Sébastien Coe dans le temps, en athlétisme notamment, je me souviens de ça. Puis après ça, ben, 84, on le sait, les pays de l'Est se sont vengés, ils sont pas C'est à venus à leur Los tour. Angeles. Donc, Mais euh, justement, il racontait que toutes ces expériences-là, à partir de 72, ont peut-être fait réaliser aux dirigeants du monde que ça suffisait d'utiliser les athlètes comme des pions, puis qu'ils devaient arrêter. Donc, ça a ben, été effectivement une longue période noire dans le ça a été sport. très sombre. Il y avait même des gens qui évoquaient la possibilité de la disparition totale, pure et simple des Jeux olympiques à ce moment-là. Parce que si ça devait servir comme ça de source de chantage ou autre. Donc, après ça, après ces mésaventures de l'olympisme, une fois sa carrière terminée, il devient entraîneur à son tour. Voilà, il revient à Pointe-Claire puisque c'est un Canadien qui s'est entraîné aux États-Unis, qui a ensuite plongé pour l'équipe canadienne de plongeon. Puis avant les Jeux de 76, il est venu à plusieurs reprises pour s'entraîner avec Don Webb, comme plusieurs de ses collègues canadiens
avait choisi de le faire en s'établissant à Montréal. Lui, il venait plusieurs fois. Et on connaît l'importance des clubs de Pointe-Claire, de Québec, par exemple, et de Saint-Lambert à une certaine époque. Mhm. Alors, Pointe-Claire, c'était comme un naturel pour lui. Surtout que Don Webb, le fameux entraîneur, était rendu établi, l'entraîneur-chef du club de Pointe-Claire, qui était une puissance incroyable. Puis, et donc, quand il prend sa retraite de plongeur, il décide de revenir à Pointe-Claire pour être entraîneur. Il est là quelques mois, mais quelques mois suffisent pour que 3 de ses athlètes fassent leur place sur l'équipe nationale. Donc, encore là, en tant qu'entraîneur, il y a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et je me rappelle que lors de notre dernière discussion, on parlait de Myriam Boileau. Puis vous m'aviez demandé, est-ce qu'elle pourrait devenir entraîneur? Mhm. Puis j'avais fait des parallèles avec Emily Emmons, Alexandre Despatie, en disant que les athlètes qui travaillent ou qui sont à haut niveau ne sont pas nécessairement ceux qui deviennent les meilleurs Mhm. entraîneurs. Et il me confirmait ça parce que lui, devoir réapprendre à plonger après une blessure, c'est avoir un chemin tellement difficile, il faut tellement décortiquer chacune des étapes de son plongeon et de son sport que ça permet de mieux enseigner aux plus jeunes qui ont des difficultés, avoir plus de patience. Comme ils forment des champions nationaux, ben, c'est pas long qu'on fait appel à ses services au Centre national d'entraînement à Calgary. Mais en fait, il y a eu une longue période Mhm. où, après son passage à Pointe-Claire comme entraîneur, il décide de se retirer du plongeon pendant 20 ans. Et il revient pour travailler en tant qu'entraîneur-chef de Dive Calgary. Entre autres, une Blythe Hartley, Mandy Moran ont travaillé avec lui en tant qu'entraîneur. Donc, pendant environ 7 ou 8 ans à Calgary. Et ensuite, il a débuté avec Plongeon Canada et il est directeur de la haute performance présentement. Puis il faut dire aussi que tous ses succès pendant des années ont fait de Scott Cranham le plongeur masculin avec le plus grand nombre de titres nationaux de l'histoire. Il a été dépassé dans les années 90 par David Bedard, qui est aujourd'hui entraîneur à Pointe-Claire, et ensuite par Alexandre Despatie, bien entendu. Donc, beaucoup, beaucoup à dire sur Scott Cranham. Ouais. Et en terminant, il reconnaît, il lance, il fait un beau compliment à Plongeon Québec en disant que c'est peut-être le- la fédé provinciale la mieux organisée, finalement, celle qui est la plus dynamique. Mais il le remarque à travers les années, la vision, la structure au Québec est de loin supérieure à toutes celles qu'il a vues ailleurs au Canada. Les entraîneurs comme Jean Plamondon, Michel Larouche, César Henderson, Iwali, Donald Dion ont fait du plongeon québécois là où on est aujourd'hui. Puis il voit des Aaron Desiver, le nouvel entraîneur-chef de Camo, ou André Pouliot-Deschamps, qui est l'entraîneur du petit Philippe Gagné, 14 ans, qui a eu des grands, grands succès la saison dernière. Il voit que de toutes les générations, les entraîneurs, ça fonctionne énormément. Ils sont très, très, très bons, talentueux, que la structure est là. Donc, il ne se gêne pas pour dire qu'au Québec, on l'a l'affaire. Alors, merci beaucoup pour ce portrait de ce 23e portrait des 40 grandes personnalités des 40 ans de Plongeon Québec. Samuel Larochelle, à bientôt, à la prochaine. À bientôt! Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.